Et bonjour à tous, bienvenue et j'ai oublié d'enlever mon retour, c'est hyper bizarre. Attendez, voilà, ça va mieux. Ah, mes oreilles, c'était décalé. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle revue de presse et en plus cette revue de presse, elle est vraiment super spéciale puisque on va débriefer ensemble la fête de la science. La fête de la science qui a eu lieu du 4 au 14 octobre 2024 et pendant laquelle on n'a pas chômé du tout avec EcoScience. On en a carrément profité pour faire un max de choses, c'est-à-dire un max d'émissions. On a fait 4 émissions, 4, 4 émissions en tout. 4 émissions avec plein d'intervenants différents sur des villages des sciences. Et je crois que je vais prendre un peu ce temps pour vous expliquer un peu tout ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, parce que c'était quand même une sacrée expérience. Je vais pas vous le cacher, mais c'était chouette, c'était nouveau, chouette, stressant, chouette, intéressant, enfin plein de choses comme ça. Euh, mais en tout cas, voilà, je vais revenir un peu aussi sur les différents sujets qu'on a abordés. Et puis après, si on a le temps, on va regarder les vidéos de la revue de presse sur des sujets dont on n'a pas parlé la dernière fois. La dernière fois, c'était mi-septembre, si je vous dis pas de bêtises. Et on était sur l'hyperloop, l'hypervitesse, l'infiniment petit, enfin des trucs vraiment hyper passionnants. Et non, c'était vraiment super intéressant. Et du coup, voilà, l'occasion d'aller sur d'autres sujets que j'avais mis de côté. Et puis, si vous avez des sujets, n'hésitez pas à me les donner dans le chat. Enfin voilà, on est là pour échanger. Si vous êtes allé à la fête de la science, pareil, n'hésitez pas à me partager un peu aussi votre expérience parce que du coup, c'était hyper intéressant. Je pense que c'est hyper intéressant de voir un peu comment on expérimente les uns les autres cet événement un peu particulier qui a lieu qu'une fois par an et qui rassemble quand même toute la médiation scientifique sur le territoire national, ce qui n'est pas rien. Voilà, voilà. Bah, du coup, on va peut-être commencer. Ah oui, si. Peut-être, on va même faire un truc avant. C'est que je vais peut-être vous montrer notre programmation pour le mois de novembre. Parce qu'en fait, au mois de novembre, on fait 3 émissions. Donc, ce sera un peu moins chargé que le mois d'octobre. Parce que là, au mois d'octobre, en fait, on s'est mis pour ambition de devenir affilié Twitch. Donc, de streamer 7 jours différents. Donc, aujourd'hui, c'est le 7e jour. Streamer 7 jours différents pendant 30 jours. Donc, aujourd'hui, c'est le 7e jour et pas des moindres, puisque du coup, normalement, dès demain, nous serons affiliés Twitch. Et ça, je suis hyper contente. Parce que, ouf, c'était pas gagné d'avance. Je vous remontre du coup notre petite programmation. Je vais vous préparer tout ça. Petite programmation avec 2 émissions spéciales et le retour de l'eau dans le gaz. De l'eau dans le gaz, qui est, pour ceux qui connaissent, notre émission notre émission où on invite en fait des chercheurs avec nous et on va parler notamment de leurs projets de recherche. Et puis, on fait pas que ça, on invite aussi des illustratrices, parce que jusqu'à présent, on n'a invité que des illustratrices. Et là, encore une fois, ce sera avec une illustratrice, mais attention, je vais pas vous spoiler non plus tout le tout le projet, enfin toutes les émissions. Attention, programmation de novembre, elle est ici. Yes. Hop. OBS Studio. Toc, toc, toc. Et je vais vous montrer. Pardon. Capture. J'essaye de faire ça bien. J'essaie de devenir une professionnelle de l'utilisation d'OBS. Je suis tellement contente d'être de retour en studio parce que c'est vraiment beaucoup plus agréable pour moi à gérer que, je vais pas vous le cacher, que, que de faire ça pas à la maison. Et on est bien à la maison quand même. Attention, la transition va être smooth. Moi, je vous le dis. Yay! Ah ouais, non, on me voit pas. On me voit plus. Attendez, attendez! J'ai fait des bêtises. Où est-ce que je suis? Hmm.
On m'a perdu. Coucou. Coucou, coucou. J'apparais plus parce que j'ai oublié de réactiver la source de ma caméra. Mais vous inquiétez pas, j'arrive. Attention, 3. Yay! Je suis de retour. Désolée pour ce petit incident. Donc, je vous disais, euh, du coup, je vous présente. Yay! Je vous présente du coup la petite programmation du mois de novembre. Programmation clairement, je vais pas vous cacher, je suis plutôt contente. Mais du coup, encore une fois, on va pas chez nous. On va pas être chez nous à part sur la dernière. Et puis bon, désolée, je vous fais pas d'effet. On avance petit à petit, on fait apparaître petit à petit. Je devrais faire ça en fait. Je crois que je vais faire ça pour la prochaine fois. Des effets où à chaque fois ça apparaît quand je clique. Et du coup, on commence donc la prochaine fois qu'on se voit sera le mercredi 6 novembre. Et oui, c'est loin, je sais, je vais vous manquer. Après, peut-être qu'à tout moment, je suis motivée et je fais une revue de presse fin novembre. Là, je suis chaud à tout moment. Mais je sais pas, ça dépendra de, de ma motivation. Même si j'aime bien faire ça, hein, mais voilà. Donc le mercredi 6 novembre à 13h30 jusqu'à à peu près 15h, 15h30. Donc l'idée c'est que ça dure voilà, à peu près 2 heures, comme ça vous laisse le temps sur la pause du midi si vous avez envie de venir nous faire un petit coucou. Voilà, on sera du coup à la Maison des Sciences Humaines. Donc la MSH, dans le milieu de la recherche, à la Maison des Sciences Humaines de Nantes, qui s'appelle Ange Guépin, la MSH Ange Guépin. Et en fait, ils organisent des journées d'études en sciences humaines et sociales sur la, sur les écritures alternatives de la recherche, et notamment sur tout ce qui touche à l'audiovisuel, la photographie, ce genre de choses. Et donc, du coup, on a été invité à venir faire une émission. Et il y aura... alors, jusqu'à présent, j'ai les intervenants qui sont affichés ici, potentiellement une troisième intervenante, mais je ne vais pas m'avancer dessus. Et de toute façon, ce sera réannoncé voilà, quand il y aura... quand je serai sûre que cette troisième personne intervient. Et donc, du coup, le sujet, c'est la vidéo comme outil pour la recherche et au service de sa diffusion. Donc, Emmanuel Rungoat, alors, Guat, Rungoat, j'avoue que je veux lui demander la prochaine fois comment est-ce qu'on prononce son nom de famille. C'est horrible, je déteste écorcher les noms de famille. Et Pierre-Olivier Gaumin et Chloé Buer, donc Emmanuel Rungoat et Pierre-Emmanuel Gaumin. Alors, elle est chercheuse en sciences politiques. Elle est spécialisée dans les questions des luttes sociales. Et donc, du coup, cette personne et donc Pierre-Olivier Gaumin, qui est réalisateur, se sont associés. Donc, ils collaborent ensemble. Ils ont collaboré ensemble pour réaliser un film qui s'appelle Des goûts de lutte sur l'après-mouvement des Gilets jaunes. Alors, on va pas forcément parler pendant cette émission-là de la politique euh, de ce que c'est, de ce que les... Mince, pardon. Des revendications du mouvement des Gilets jaunes. On va plutôt parler de le pourquoi faire ce film-là, quel est l'intérêt de réaliser un documentaire comme ça pour la recherche, qu'est-ce que ça apporte à la recherche, comment ça s'inscrit dans le processus de recherche, et pas tant sur le sujet. Si vous avez des questions à ce moment-là, si vous venez nous voir et que vous avez des questions sur justement eux, ce qui est leur retour par rapport au mouvement et donc du coup sur la recherche, pas sur la recherche, sur le mouvement et sur les revendications, vous pourrez les poser dans le chat. Mais en fait, le sujet là, il n'est pas du tout sur les revendications. Donc ça va plutôt être comment est-ce qu'ils ont mis en forme les revendications, pourquoi avoir choisi de parler de l'après, quelles conséquences sur les sciences sociales, en sciences politiques, quelles conséquences a eu ce mouvement-là sur la politique, la politisation, etc. Donc on va vraiment parler de ça. Et notre deuxième sujet, c'est celui de Chloé Buer qui a fait un documentaire qui s'appelle Kakwaku Stories. J'espère que je l'ai bien prononcé. Et donc, documentaire sur le, le quartier de Kakwaku en Angola. Alors, c'est... attendez, je ne veux pas vous dire de bêtises.
c'est ça. Donc c'est un reportage qui date de 2022, hein, donc. Et donc ce reportage-là, euh, voilà, c'est ça, c'est dans la ville de Luanda, en Angola. Donc c'est un quartier et c'est un projet qui s'appelle Agir. Et en fait, le but de ce projet est de remettre les citoyens, les membres de la communauté au centre des décisions politiques pour l'amélioration de la vie urbaine de de cette communauté. Si vous voulez, je vous mets le lien du documentaire dans le chat. Euh, Ce documentaire-là, il est disponible, il est sur YouTube. Il est en anglais, donc je vous précise quand même. Et donc du coup, voilà, cette chercheuse, elle s'intéresse notamment justement à comment les communautés en Afrique, enfin voilà, mettent en place, vivent, travaillent et mettent en place des actions pour améliorer leur vie quotidienne, la vie urbaine de leur pays. Donc voilà, pareil, même chose que par rapport au sujet sur les gilets jaunes, on ne parlera pas forcément du fond politique de la démarche et voilà, à ce sujet-là, parce que c'est pas le but. Nous, ce qu'on essaye de comprendre, c'est comment en fait ces chercheurs-là, ils utilisent le support de la vidéo comme outil de recherche. Et pourquoi est-ce qu'en fait ces chercheurs ont décidé de s'éloigner du côté très académique et des outils et des supports académiques de la recherche pour justement aller vers la vidéo, la photographie, et comment en fait finalement ce changement d'écriture, ces écritures alternatives permettent de faire bouger les choses, permettent aussi d'apporter un autre regard sur ces mouvements-là, puisque là, on s'intéresse aux sciences sociales, donc pas aux sciences dures, mais je pense que dans les sciences dures, c'est tout aussi intéressant d'évoquer ces questions d'écriture alternative. Mais dans les sciences sociales, évidemment, voilà, souvent, on évoque le fait que c'est des sciences qui peuvent être biaisées, parce qu'il y a un regard qui est porté par le chercheur ou la chercheuse sur le sujet. Et donc là, on vient du coup, en fait, donner un petit peu un côté brut, mais il y a toujours un peu ce regard très personnel sur le sujet. Enfin voilà, on essaiera d'en discuter. Donc voilà, si vous avez des questions sur le mouvement social des deux films, donc je rappelle le film de Emmanuel Rungoat et Pierre-Olivier Gaumin, qui est Des goûts de lutte. Je vais vous mettre pareil, exactement la même chose. Je vais vous mettre le lien de leur site dans le chat. Si ça vous intéresse, il y a des projections de ce film-là, donc je pense que ça peut être intéressant pour ceux qui veulent savoir si le film va être visible à côté de chez eux. Donc Des goûts des luttes, le site qui est juste là. Et il y a le teaser. Donc qui s'intéresse au mouvement des Gilets jaunes, donc l'après-mouvement des Gilets jaunes, et comment, en fait, qu'est-ce que ça a changé pour les personnes qui se sont engagées dans ce mouvement-là. Donc on va vraiment se concentrer sur le regard des réalisateurs sur le sujet et aussi le rapport aux autres luttes, comment ça a changé, modifié les luttes, etc. Voilà, donc je vous invite à aller regarder les teasers, enfin les teasers et le film si ça vous intéresse. Et puis du coup, si vous voulez le voir, je vous invite à aller enfin voilà, à aller prendre des places pour aller voir une des projections des goûts des luttes. Je pense que ce sera très intéressant. Moi, je pense que j'aurai pas l'occasion de le voir, mais j'aurai l'occasion de discuter avec les réalisateurs, donc je me dis que ça peut être aussi intéressant. Et si vous n'avez pas l'occasion de le voir, je vous invite à venir du coup le 6 novembre à 13h30 sur notre chaîne. Du coup, j'ai un peu une carte blanche pendant cet événement-là pour inviter ces personnes-là. Donc, on va discuter. Je pense que ça va être intéressant. Je continue, parce que je ne vais pas m'arrêter là, parce que je parle, mais je vais continuer à parler. Le jeudi 14 novembre, émission spéciale encore. Là, on est sur une émission spéciale en soirée, et ça, c'est rare pour nous, parce que ça nous arrive pas souvent. Mais ça y est, on teste des trucs un peu en fin de journée pour essayer de voir si on capte plus de monde. Donc, c'est une émission spéciale dans le cadre de l'installation Profondeur qui est à la Collégiale Saint-Martin. Collégiale Saint-Martin qui se trouve à Angers. Donc, si vous n'êtes pas à Angers, eh bien, dommage pour vous. Mais si vous passez par Angers ou que vous vivez à Angers, je vous invite à aller voir cette installation. C'est une installation par le collectif Lucilhomme, qui est un collectif d'artistes qui crée des installations numériques avec des projections sur des choses. Et là, on rentre dans un univers un peu particulier qui est les profondeurs, les fluides, sous l'eau, etc. Et là, vraiment, je vous invite à aller voir. Je vais peut-être essayer de trouver
s'il y a, j'espère, un petit teaser ou un truc comme ça pour vous montrer. Ah, il y a un teaser, je le savais. Alors, attendez, hop. Je vais juste me passer en... non, c'est pas ça. C'est ça que je voulais faire. Attendez, hop. J'arrive. C'est bon, vous voyez, hein? Oui, je crois que c'est bon. Voilà, donc petit teaser. Pareil, l'installation donc du coup du 21 septembre, donc c'est déjà commencé jusqu'au 26 janvier. Et du coup, nous, donc Terre des Sciences, donc l'association, enfin, le centre de culture scientifique pour lequel je travaille, et donc Écosciences, s'est associé en fait avec la Collégiale Saint-Martin pour proposer une série d'animations, donc conférences, animations sur place en lien avec la thématique de l'eau. Et donc le 14, je vous remets ça, le 14, hop là, le 14 novembre à 19h, on sera en direct de la Collégiale et je l'espère en direct dans l'installation. Pour justement parler, échanger avec les artistes. Donc Marc-Antoine Mathieu et Patrice Grupalo. Donc Marc-Antoine Mathieu qui fait partie du collectif Lucilhomme et Patrice Grupalo qui est le compositeur de l'installation sonore. Enfin pas l'installation de l'ambiance sonore. Voilà. Et donc avec moi de l'autre côté, du côté scientifique, nous aurons Gabriel Guibert-Perroni et Maïs Vacher, qui sont tous les deux doctorants. Gabriel est doctorant à l'école de la Marine, à Nantes, et Maïs à Nantes Université. Donc lui, il est doctorant et juriste du droit maritime, et Maïs, elle est juriste des cétacés, enfin, elle s'intéresse notamment aux questions des cétacés. Et donc du coup... Malice et Gabriel apporteront leur vision scientifique sur le sujet. Je pense que ça va être vraiment un échange intéressant puisqu'on essaiera de faire le lien entre la recherche scientifique et la recherche artistique et aussi évidemment essayer de nous plonger un petit peu dans les ressentis de cette installation, qu'est-ce que nous on a pu ressentir au sein de cette installation. C'est une émission qui sera ouverte au public, donc il y aura du public avec nous dans la salle. Mais évidemment, je vous invite à venir nous voir et à venir découvrir, enfin voilà, échanger avec nous sur cette installation et sur ce sujet-là. Donc la thématique, ce sera rencontre des ondes sous-marines, donc notamment la question de l'espace, des sons sous l'eau et de comment en fait chaque être vivant et machine, puisqu'il n'y a pas que les êtres vivants sous l'eau, les humains et les êtres vivants autour d'eux, comment est-ce que tout ça s'imbrique, ça se partage. Donc voilà, jeudi 14 novembre à 19h. Et enfin, on termine le mois avec donc le mercredi 27 novembre à 15h sur une thématique donc de médecine régénérative, reconstruire des os grâce à la médecine régénératrice. En fait, là, on s'associe avec l'INSERM qui tous les ans organise un événement qui s'appelle InScience. Et lors de cet événement, produit une BD qui s'appelle InScience et qui est illustrée par Maïté Robert. Et dans le cadre de cette BD, un projet de l'INSERM à Nantes a été valorisé, celui de Valérie Geoffroy, et qui travaille notamment sur la reconstruction des os, et donc qui est au laboratoire de médecine régénérative. Donc à ce moment-là, Valérie et Maïté viendront, donc Valérie viendra nous parler de son sujet, de son projet de recherche, et Maïté viendra un peu nous expliquer aussi comment ils ont travaillé ensemble et nous présenter InScience, et nous présenter les différents projets, et nous présenter son travail d'illustratrice. Donc même chose, à 15h, en plein après-midi, donc un mercredi, comme aujourd'hui.
Donc voilà, le mercredi et le jeudi, c'est nos jours préférés chez Ecosciences. Voilà, donc cette programmation, elle sera disponible dès ce soir. Et vous pourrez du coup, si vous avez oublié, n'oubliez pas, voilà, venir nous voir à ce moment-là. De toute façon, je vous ferai des petits rappels à chaque fois sur les différentes émissions et sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous suivre. C'est écrit là, là. Là. Voilà. Petit débrief à fête de la science. Je pense que ça peut être intéressant. Du coup, cette année, comme je le disais, je l'ai dit au début de ce stream, en fait, avec Ecosciences, on s'est dit que ce serait intéressant de proposer plusieurs émissions en lien avec la fête de la science. Pour ceux qui ne le savent pas, cette année, la thématique, c'était Océan de savoir. Je vais juste me repasser en plein écran parce que... Donc, Océan de savoir, c'était la thématique de cette année. Mon chat, on voit rien là sur mon... Je croyais que on verrait. Attendez. J'arrive. Je fais mes petites corrections techniques. Désolée. Donc, en même temps, j'essaie de vous expliquer. Donc, la thématique de cette année de la fête de la science, c'était Océan de savoir. Et dans le cadre de cette thématique, on s'est dit qu'on allait proposer, je dis on, mais je me suis dit que Ecosciences Pays de la Loire et notre chaîne sur Twitch pourraient proposer une nouvelle émission, plein de nouvelles émissions, 4 émissions sur le thème, donc avec plusieurs invités, des invités qui du coup sont en lien avec avec la thématique ou avec la fête de la science ou qui interviennent pendant la fête de la science. J'arrive pas à me concentrer et faire les deux trucs en même temps. Est-ce que si je fais ça, c'est mieux? Je croyais que j'avais fait un truc pour que... Couleur d'arrière-plan. Désolée, j'essaye de mettre le chat qui soit un peu plus visible, mais en fait, on voit rien. Masquer les bots, blablabla. Normalement, là, vous voyez rien, de toute façon. Je vais l'enlever ici. Hein. C'est pas grave. Je l'enlève. Non, pas ici. Non, en plein écran. Il n'y aura pas de chat ici. Ah, c'est peut-être que si je fais ça, c'est mieux. Non. Allez, hop, ça dégage. Donc, je vous disais que, voilà, on a décidé d'inviter pas mal de gens. Et donc, on a, en tout, si je vous dis pas de bêtises, on a invité... pour la première émission, on a invité 5 personnes. Pour la seconde émission, ils étaient 4. Ensuite, on a eu Héloïse Choix, donc elle était toute seule. Donc, ça fait 10. Et puis, pour la dernière, ils étaient 3. Donc, on a eu en tout 13 intervenants sur toute la durée de la fête de la science. Donc, c'était quand même un gros, gros projet. Et c'était quand même super intéressant. Bon, je vais rentrer un peu dans les détails de chaque émission. Mais du coup, on va commencer par la première, qui était la table ronde avec 5 intervenants, dont Maud Barré, qui est ambassadrice de la fête de la science. Et pour la dernière année, probablement, puisque du coup, ça y est, elle va laisser la main. Donc, hop, la petite table ronde Océan de savoir. Je vous avoue que... Hop. Voilà. Et donc, petite table ronde Océan de savoir. Donc, si vous voulez revoir cette table ronde, elle est disponible sur notre chaîne YouTube. Je vais peut-être mettre comme ça. Voilà. Donc, disponible sur notre chaîne YouTube. Et donc là, en fait, l'idée, c'était d'inviter 5 porteurs de projets, puisque chacun et chacune d'entre eux, donc on avait 5 femmes et un homme, mais chacun et chacune d'entre eux proposaient des projets lors de la Fête de la Science sur différents villages des sciences. Donc on avait Maud Barré, qui est donc ambassadrice de la Fête de la Science depuis maintenant 3 ans, si je ne dis pas de bêtises, et qui participe à la Fête de la Science au Mans et à Sablé-sur-Sarthe depuis 16 ans, elle le dit hein, dans cette émission. Et donc qui est maître de conférence à Le Mans Université, notamment en chimie des matériaux. Et donc là, c'était intéressant parce qu'elle nous présentait un peu la fête de la science, la thématique de cette année. Puis on a eu aussi des échanges sur le sujet suivant qui était celui d'Élise,
Courteil qui nous a parlé notamment du projet Femmes et Sciences, un sujet qui a réveillé quand même pas mal d'échanges. C'était super intéressant. J'ai trouvé que les échanges voilà, entre les uns et les autres étaient super intéressants. Et cette année, Élise, elle accompagne un projet qui s'appelle Femmes et maths dans les classes, et donc qui est un projet auprès des scolaires, où en fait on a invité une sociologue et une mathématicienne, ou mathématicien, je ne sais plus, je crois qu'il y a aussi des hommes qui sont venus, à venir s'adresser aux... aux jeunes dans les classes pour un petit peu échanger avec eux sur pourquoi est-ce que il y a aussi peu de femmes dans les domaines de mathématiques. C'est un vrai problème, hein, on va pas se le cacher. Et aussi voir quel frein peut-on lever pour permettre à ces jeunes filles de s'engager dans ces domaines-là. On va peut-être regarder un extrait. Dans les filières scientifiques et techniques. Et dans ce cadre-là, cette année, j'ai aussi la casquette de coordinatrice départementale du dispositif Femmes et Maths dans les classes. Et du coup, pourquoi pour cette envie de développer ce type de mission sur le territoire de la Mayenne? Ça implique tout de suite d'être mobile. On suivra du coup ce projet-là. J'imagine que tu nous le partageras activement. Et dans le prolongement de ça, cette année, au niveau de la coordination régionale, il y a un projet, donc Femmes et maths dans les classes. Avant de rentrer dans le détail du projet, pourquoi particulièrement les maths? Pourquoi ce choix de matière? Alors, c'est un constat pluriel qui nous a poussé à proposer ce dispositif très en lien avec les mathématiques. Déjà, la sous-représentation des femmes, comme je le disais tout à l'heure, dans les filières scientifiques et techniques, notamment dans certaines filières en particulier, dans ce qu'on appelle les STEAM, donc les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques. Les mathématiques, depuis aussi la dernière réforme du lycée en 2021. Donc pour ceux qui ne savent pas, maintenant les bacs ES, L, je parle pour le lycée général, hein. Le bac ES, L et S n'existe plus. Maintenant, les jeunes à partir de la première doivent choisir des enseignements de spécialité. Et donc depuis cette réforme-là, l'intérêt pour les mathématiques a chuté, mais vraiment en chute libre, puisqu'il y a moins de 30% de jeunes filles. Le chiffre est assez vertigineux, hein. Moins de 30% de jeunes filles dans les filières mathématiques. Je l'ai pas laissé finir. Et donc, il y a un vrai enjeu à proposer ce type-là d'intervention, ce type d'intervention dans les classes, puisqu'il y a un vrai enjeu de comment on fait pour convaincre les jeunes filles de s'engager vers ces filières-là, sachant que il y a un vrai besoin de diversité dans les filières mathématiques, dans les filières d'ingénierie. Et donc, ce travail-là que peut faire Élise ou que peut faire mes collègues ici en Maine-et-Loire ou ailleurs, il est vraiment très, très important. Donc, je vais la laisser continuer, parce que voilà. Mais pour vous donner, du coup, une idée du travail qu'on doit faire et qu'on mène, en fait, en tant que centre de culture scientifique. Qui ont choisi l'enseignement en mathématiques, ce qui est assez terrible et assez alarmant, à la fois parce que c'est une question d'égalité des chances d'accès à ces filières et derrière aux carrières vers lesquelles on peut évoluer, mais c'est aussi une problématique au niveau de la production des connaissances scientifiques, puisque si on a une mauvaise représentation à la fois des femmes mais aussi des jeunes avec des origines sociales, culturelles diversifiées, ça va impacter la production des connaissances scientifiques aussi. Donc c'est important, l'égalité. Tu es en train de dire qu'il y a aussi des biais en sciences dures et que... Absolument. Non. Et j'ai relevé ce qu'elle a dit là à ce moment-là parce que je trouvais que c'était assez intéressant. Le fait qu'elle dise que du coup ça a un impact aussi sur les projets de recherche, le fait que y ait peu de femmes dans le milieu de mathématiques ou de l'informatique. Donc en fait, finalement, ce que j'ai relevé, c'était que en fait il y a aussi des biais en sciences dures. C'est pas seulement propre aux sciences humaines et sociales.
et que en fait les choix de projets de recherche, les choix de thématiques de recherche, la manière dont va être faite la recherche, eh bien, la diversité de genre dans les domaines est aussi importante, puisque j'imagine qu'il y a peut-être des sujets qui ne seront pas abordés par les hommes parce que ça ne les intéresse pas. Je ne veux pas faire de généralité, je ne veux pas faire de l'essentialisation, mais ce que je veux dire, c'est que probablement c'est intéressant de voir comment est-ce que le genre impacte les domaines de recherche et comment le genre impacte la recherche et le choix de la recherche chez les chercheurs. J'ai parlé il y a beaucoup de recherches chercheurs, tout ça. Mais voilà. Donc, projet d'Élise, qui a amené pas mal d'échanges. Ensuite, on a parlé avec Stéphane Durand, qui est maître de conférence au CNAB. Donc, le CNAB, qui est le Centre national des arts et métiers. Attendez. Conservatoire national des arts et métiers. Conservatoire national des arts et métiers, qui est aussi une école et qui permet notamment aux personnes qui sont en reconversion ou qui veulent qui se reforment, etc., de se former tout au long de la vie. Lui, ils ont une formation en continu, mais voilà, c'est possible. Il y a aussi ce format-là. Et donc, Stéphane Durand, qui est maître de conférence, et lui, du coup, il nous a présenté son projet en lien avec la topographie des océans. Et puis, ils ont aussi un projet d'escape game avec des lycées, etc. Donc, très, très intéressant comme projet. Et puis, la topographie, c'est quand même un sujet qu'on n'aborde pas forcément très souvent, mais qui finalement, dans ce qu'il nous racontait, c'est ça que je trouvais qui était bien, c'était que finalement, on utilise la topographie dans plein de choses et qu'on ne se rend pas forcément compte de la nécessité. Mais par exemple, si on a des GPS, la topographie, on en a besoin pour élaborer les cartes de nos GPS. Et donc là, du coup, ça nous permet un peu de mieux comprendre tout ça. Et et d'essayer de toucher aussi des publics plus jeunes pour aussi un petit peu leur montrer ce qui se fait et lesquels types de métiers il existe dans ce domaine-là. Ensuite, on a eu Svetlana Terekina, qui est maître de conférence à l'ENSAM, donc Arts et métiers à Angers, et qui, elle, nous a présenté son projet, notamment sur une éponge de mer ultra résistante, qui a des capacités ultra résistantes, notamment à la pression, et en fait qui sert de modèle biologique à l'élaboration de nouveaux matériaux plus résistants, etc. Donc ça fait un peu... c'est de la chimie, chimie des matériaux. Ça fait aussi le lien avec ce que peut faire Maud. Et donc du coup, elle a présenté un stand à la Fête de la Science à Angers. Parce que oui, j'ai oublié de vous dire, Stéphane Durand, il est au Mans. Et Svetlana Terekina, elle est à Angers. Et Maud est à Sablé-sur-Sarthe et au Mans. Et Lise, elle est en Mayenne. Elle travaille pour le Zoom, qui est le centre de culture scientifique de Mayenne, de Laval. Donc, qui organise la fête de la science de Laval et le village des sciences d'Evron, qui ont extrêmement bien marché cette année, d'ailleurs. Hop là, attendez, je veux juste que je check un truc. Je vais juste... Voilà, c'est ça que je voulais faire. Hop là. Oh, on est officiellement affilié. Waouh, je viens de recevoir une notification. Yes, célébration. Je sais pas si on peut faire... Je crois que je peux pas faire... Waouh, incroyable. Ça y est. Enfin... Ça y est. Bon, on deviendra jamais partenaire parce qu'on ne serait pas assez, mais voilà. Je sais pas, est-ce qu'il y a des trucs, si je vais dans mon gestionnaire de stream, est-ce que je peux faire des petits feux d'artifice et tout? Wouh, wouh, on est affilié. Attendez. Ah, je crois que je peux pas. Puis moi, je suis pas une professionnelle de la technique à ce niveau-là, quoi. Bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, on a reçu un petit message pour nous dire que ça y est, c'est officiel. On peut faire des sondages maintenant dans le chat. Alors, c'est vrai qu'avec notre nombre incroyable de personnes qui nous regardent actuellement, il y a grave moyen que ce soit intéressant de faire faire un sondage là. Hop. Alors, aspect du chat, message. Est-ce que je peux faire... Comment on fait? Je peux me rajouter des nouveaux trucs et tout?
OK. Bah, je verrai ça plus tard parce que en fait, voilà, je voilà, merci, du coup, à toutes les personnes, qui nous ont rejoints. D'ailleurs, il y a plein de gens qui nous ont rejoints pendant la fête de la science et merci parce que ça fait hyper plaisir de voir que on a atteint notre objectif des 100 abonnés et tout. Franchement, trop bien. Merci beaucoup. Donc je continue ma petite explication, de you. Vous avez vu ma transition est trop stylée. Et donc du coup et donc du coup, voilà, on était donc Élise qui était à la fête de la science à Laval, qui nous parlait notamment de femmes et sciences. Et puis, hop, 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 on a fini avec Laurence Poirier, du laboratoire Isomère de Nantes Université, qui travaille notamment sur la question de la pollution plastique, et qui proposait un projet en rapport avec ça au Village des Sciences de Nantes, à la Halle 6 Ouest, pour ceux qui connaissent Nantes. Donc, du coup, qui a proposé ce projet-là à Nantes. Et donc, du coup, qui nous a un peu parlé de ça. Je vais, hop, revenir un petit peu en arrière. Je vais vous montrer un petit extrait, comme ça, je ne peux pas tout vous montrer parce qu'il faut quand même qu'on avance, hein. Et puis, j'ai l'impression que si je vous parle que de la fête de la science, on va jamais faire de revue de presse, mais on débrief. Des produits, enfin, quel type Oui, de... alors les contaminants d'origine humaine, hein, Oui, bien sûr, ouais. associés aux activités humaines. Donc, on s'intéresse par exemple aux microplastiques, dont il a été question tout à l'heure, en collaboration donc, avec les équipes du Mans aussi. On s'intéresse aux terres rares, qui sont des éléments métalliques Qui sont utilisés dans les téléphones, notamment, voilà, c'est qu'on ça retrouve dans beaucoup de... Vous savez, j'allais compléter en disant qu'ils sont utilisés dans les téléphones notamment. Et en fait, je me répète juste, je suis une radoteuse professionnelle. Donc, donc oui, les terres rares qui sont utilisés dans les téléphones. On pourra peut-être lire un article là-dessus après. Je vais essayer de regarder sur The Conversation s'il n'y a pas quelque chose. technologies en fait actuelles, les batteries ou l'énergie éolienne, voilà. Donc des éléments qui sont de plus en plus utilisés et qu'on retrouve relargués dans les rivières. Et au final, ça arrive jusqu'à l'océan. D'accord. Et donc ça Voilà. contamine la biodiversité. Et... J'imagine qu'il y a un cycle finalement. Ça revient à nous aussi d'une certaine Oui, manière. oui, tout à fait. Ça va contaminer la biodiversité marine, mais ça va aussi donc contaminer les réseaux trophiques. Et l'homme, il ne faut pas oublier qu'il est en haut de ces réseaux trophiques. Et il y a certains contaminants qui arrivent jusqu'à l'homme par le biais de la voie trophique. Ouais. Donc on s'empoisonne en quelque sorte. Il y a un peu de ça pour certains. Alors, du coup, pour faire le lien avec ce qui est dit là, on a fait aussi une émission sur le concept de One Health. Si vous ne connaissez pas le concept de One Health, c'est un concept vétérinaire qui part du principe que la santé, une seule santé, une santé unique, et que du coup, on prend en compte dans les domaines de recherche, mais aussi globalement dans la société, la santé humaine, la santé animale et la santé de l'environnement. Et donc, du coup, on a fait une émission sur le sujet. Je jump dans le temps, puisque c'était la dernière émission qu'on a faite. Et donc, cette émission, on l'a faite sur la chaîne. C'est la dernière, donc préserver la santé de nos océans. Je vais essayer. Je l'ai pas encore. Je l'ai pas encore chapitré, mais je vais essayer de retrouver ça. Je crois qu'Anthony donnait un. Attendez. Donc avec Anthony Bertucci, Yann Amino et Aurel Maufray, qui sont tous les trois chercheurs à l'Ifremer. Et donc on était en direct de l'Ifremer, du campus Mer et Océan à l'Ifremer, donc au centre Atlantique à Nantes. Alors, je vais peut-être remettre un peu de contexte. On devait diffuser le samedi 12 octobre, du coup, en direct. Malheureusement, on n'a pas pu diffuser cette émission en direct à cause d'un problème, gros problème technique. C'est-à-dire que, en fait, sur les réseaux des instituts comme ça ou les réseaux des universités, c'est des réseaux qui sont très protégés. Donc, quand on se connecte en filaire à Internet sur les réseaux de ces universités-là, il nous faut une autorisation particulière. Autorisation que je croyais que nous avions, mais nous n'avions pas. Donc, en fait, on a pu enregistrer cette émission,
pendant tout le long avec nos petits micro-cravates. Enfin voilà, bref, un bordel en termes de gestion du son, hein, on va pas se le cacher, mais on a quand même réussi. Donc en fait, il y a une partie de la vidéo où en fait on m'entend pas, il a fallu que j'augmente le son. Enfin, c'est un peu cata parce que mon micro-cravate fonctionnait plus, il était plus chargé. Enfin bref. Et donc, en fait, on a dû annuler la diffusion en direct le samedi à 15h. Et on l'a reporté, on l'a rediffusé lundi soir à 19h. Ou 18h30, pardon. À 18h30, donc moi j'étais dans le chat, ma collègue Pauline, qui est ma régisseuse et qui était présente, en fait on voit là la petite caméra sur le côté, qui était présente aussi avec moi ce jour-là à l'Ifremer, à, enfin voilà, était présente dans le chat. Donc voilà, il y avait plein d'infos, j'avais rajouté des liens et ce genre de choses. Mais du coup, malheureusement, on n'a pas pu rediffuser. Je vous repasse ça. Je vais essayer de retrouver le moment où il y a une petite définition de One Health. Qui c'est qui commence? Voilà. Alors bonjour à tous. Donc pour définir le One Health, donc en français c'est donc la santé unique. En fait, c'est de considérer l'interface entre la santé des écosystèmes, des animaux, des plantes et la santé humaine. C'est-à-dire qu'on ne peut pas étudier l'un sans l'autre et il faut étudier les liens entre la santé des écosystèmes, la santé des animaux, des plantes et la santé humaine si on veut comprendre les mécanismes et les conséquences sur notre santé et le fonctionnement des écosystèmes. Donc c'est un concept qui est apparu au milieu des années 2000 et qui permet un peu d'unifier et de donner un cadre à nos recherches en toxicologie. C'est horrible, on m'entend faire des trucs avec mon micro. Là. Ça suffit, est-ce que ça vous convient? Vous voulez compléter cette définition ou vous peut-être rajouter d'autres choses? Je veux bien poursuivre avec une petite illustration à laquelle on ne pense pas nécessairement, mais on peut étirer finalement la santé unique à une sorte de continuum. Les humains, nous allons produire des polluants, des molécules qui deviennent des polluants dans l'environnement. Ces polluants, ils vont descendre le long de nos fleuves, de nos rivières, ils vont affecter des organismes. Ces organismes peuvent les accumuler, un poisson peut les accumuler, et le poisson, il va être consommé par l'homme derrière. Et donc en fait, l'homme qui est à l'origine de la pollution reconsomme finalement ce qu'il a émis dans l'environnement dans le cas d'un poisson consommé. Donc en fait, il faut absolument considérer l'environnement dans sa globalité, et l'homme est qu'un élément de cet environnement. Ça, c'est peut-être ma version de la santé unique. Ouais. Ouais, je sais pas s'il y a beaucoup à compléter. Après, si on prend vraiment un pas, c'est de considérer que tout est unique, tout est lié en fait, que tous les processus, tout ce qu'on peut faire est lié, entraîne des conséquences qu'on ne voit pas forcément et qui peuvent nous revenir aussi. Voilà pour le petit extrait. Voilà pour le petit extrait sur la question de la santé unique. Et je vais rajouter un peu de contexte. On s'est retrouvés le soir, donc après cette table ronde. Ma collègue m'a demandé de récupérer le fichier pour que je puisse finalement le rediffuser, le soir même. À la base, c'était prévu que je le rediffuse le soir même. Et en fait, j'ai malencontreusement écrasé le fichier sur le dossier dans l'ordinateur. Donc en fait, je me suis retrouvée complètement, à part y avoir passé une journée, je vous le dis, plutôt compliquée. Je me suis retrouvée à paniquer le soir en me disant c'est bon, c'est mort, on a perdu le fichier, on pourra jamais rediffuser. C'était une conférence super intéressante. Qu'est-ce qu'on va faire, comment on va faire, etc. Et donc du coup, complètement démoralisée. Et en fait, pas du tout.
Lundi, en arrivant au travail, on me dit « Ça y est, on a retrouvé le fichier, tu vas pouvoir le rediffuser. » Là, vous imaginez même pas à quel point j'étais contente. Je me suis dit « Génial, on va pouvoir rediffuser cette conférence. » Parce que vraiment, je vous le dis, hein, j'ai animé toutes les conférences pendant la fête de la science. Celle-ci, elle était vraiment passionnante. Et du coup, j'ai re-regardé cette émission. J'ai re-suivi toute l'émission en direct. Et puis, je rajoutais, du coup, comme je vous disais, je rajoutais des liens dans le chat, des liens vers des articles et tout, qui m'ont aidé notamment à préparer cette émission-là. Bon, ça se voit clairement que je suis hyper stressée sur... Enfin, je sais pas si ça se voit, mais en tout cas, j'étais vraiment pas dans un état d'esprit hyper détendu, comme je devrais l'être. Comme j'ai pu l'être sur la première émission, table ronde et tout. Mais du coup, franchement, là, c'était... Enfin, vraiment, je vous invite à aller voir cette conf. Enfin, j'appelle pas ça vraiment une conférence, mais cette table ronde, parce que vraiment, ils étaient hyper pédagogues, ils étaient hyper intéressants. C'était vraiment un sujet, franchement, que moi, j'ai trouvé personnellement très intéressant. On a parlé du coup du concept de santé unique, et après, on a parlé de pollution, on a parlé des conséquences, on a parlé des solutions, et je les ai trouvés hyper intéressants, hyper vulgaires. Ils ont vraiment bien vulgarisé leur sujet. Donc, si le sujet vous intéresse, voilà, je vous invite à y aller. Je l'espère que prochainement, on pourra vous proposer un espèce de best-of de 10-15 minutes pour ceux qui n'ont pas envie de se taper une heure et demie. Et puis, je vais essayer de chapitrer aussi voilà, cet échange-là pour que voilà, vous puissiez aller voir les parties qui vous intéressent le plus. Mais vraiment, je vous invite à aller voir cette émission. La rediffusion, elle est disponible sur Twitch, là encore, parce que c'est pendant une semaine. Et évidemment, elle est disponible sur notre chaîne YouTube. Donc voilà, j'ai mis le lien dans le chat, donc vous pouvez aller voir. Peut-être que je peux même épingler. Le truc. Attendez, j'arrive pas. Ah oui, j'ai mis une annonce, mais je peux pas l'épingler. Mais en tout cas, je vous invite à aller voir cette conférence. C'était la dernière qu'on a publiée, enfin qu'on a faite, donc le samedi 12, mais qu'on a rediffusée le lundi 14. Attendez, on est le 16. Oui, voilà, le lundi 14. Très, très intéressante. Je vous m'excuserai pour mon son. Voilà, mon micro s'était éteint. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce que racontent nos chercheurs et pas vraiment ce que je raconte moi. Voilà. Ensuite, autre émission qu'on a faite, c'est celle avec... alors, attendez. Je vais revenir en arrière. C'était Fouiller l'océan, donc sur l'archéologie sous-marine. Alors là, c'est pareil. On a eu des... Attendez. Hop là, ça c'est le... On a eu des problèmes de connexion Internet, ça buguait et tout. Mais le replay, il est nickel. Vous inquiétez pas, vous pouvez aller voir, ça dure 1h30. Enfin voilà, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Là, on avait invité 3 membres de l'association qui s'appelle l'AVAS, qui est l'association de vidéo et d'archéologie sous-marine de Vendée. L'association vendéenne de vidéo et d'archéologie sous-marine. Et donc, ce sont des pontes de l'archéologie sous-marine. Vous n'imaginez même pas. Ça fait 50 ans qu'ils font ça. Donc, ils ont des anecdotes. Voilà, si vous aimez écouter des anecdotes de vieux monsieur, vous pouvez aller voir cette émission. Moi, je vous avoue que j'en ai écouté pendant 1h30, donc maintenant, c'est bon, j'ai eu ma dose. Mais c'était... Voilà, si vous aimez les anecdotes, voilà, vous pouvez aller écouter ces deux Michel et puis Tony Babary. Qui du coup nous ont parlé d'archéologie sous-marine, de découvertes voilà, du côté des Sables d'Olonne, je sais pas si c'est une baie, mais de la baie des Sables d'Olonne, des découvertes de pièces, des découvertes de carcasses de bateaux, de canons, enfin vraiment des trucs incroyables. Donc ces messieurs-là, ils écrivent aussi des livres. Voilà, c'est des passionnés d'histoire, passionnés d'archéologie, passionnés de plongée. Et voilà, si ça vous intéresse, l'archéologie sous-marine, bah voilà, c'est les personnes qui pourront le mieux vous en parler. Et à la fin, on avait aussi Gilles Baron du laboratoire Arcantique, qui lui travaille sur la restauration d'objets d'archéologie sous-marine. Et donc, du coup, il travaille notamment avec l'AVAS. Parce que ce qui est intéressant avec l'AVAS, bon, c'est des... Enfin, ce que je vous dis, c'est des messieurs qui font ça depuis des années, ils ont l'habitude, c'est leur truc et tout, machin. Ce qui est intéressant avec eux, c'est que c'est une association. Ce sont des bénévoles, ce sont des archéologues, ce sont des plongeurs bénévoles. Ça veut dire qu'ils font ça depuis... L'AVAS existe depuis 20 ans. Ça veut dire qu'ils font ça depuis 20 ans bénévolement. Mais s'ils n'existaient pas, l'archéologie sous-marine, en tout cas au niveau professionnel et au niveau de l'État, il n'y aurait pas autant de découvertes en fait. Ils sont essentiels
pour l'archéologie sous-marine. C'est ça qui est assez intéressant, enfin moi que je trouve assez passionnant dans leur travail, c'est que c'est fou que ces personnes-là, sans elles, en fait, on n'aurait pas toutes ces découvertes-là, on n'aurait pas tout ce travail historique d'archéologie, de remise en contexte, etc. Donc voilà, si vous aimez des anecdotes aussi, des trucs de ils ont failli mourir, enfin il leur est arrivé je sais pas combien de trucs, enfin vraiment incroyable, incroyable. Donc, une sacrée expérience. Donc voilà, je vous invite à aller voir si ça vous intéresse. Disponible sur notre chaîne YouTube, comme toutes les autres vidéos, en replay. Euh, Et puis se termine avec Héloïse, donc Héloïse Chochois, qui est, j'avoue, c'est un peu c'est une de mes petites préférées parce que c'est du dessin, c'est de l'illustration. Enfin, pour ceux qui ont vu notre émission avec Camille Leclerc l'année dernière, à peu près la même période, bon voilà, je trouve que c'est toujours intéressant de voir comment on peut illustrer la science. Donc ça, c'est avec Héloïse. Ouais, voilà. Et donc, je vous montre un petit peu. On va regarder peut-être un petit extrait de quand elle... Pardon. De quand elle dessine et que c'est voilà, stable. Donc en fait, elle nous a dédicacé des livres qu'on avait, donc livres des collègues, C'est et Randy puis Shields. celui-ci, c'est Étonnamment. Pour un bouquin sur le Randy Shields, c'est dernier. Randy Shields. C'est le dernier livre qui est sorti, c'est Randy Shields, qui traite notamment de ce journaliste américain de San Francisco, ouvertement gay, enfin ouvertement homosexuel, qui a déployé, enfin balancé une grosse fake news sur, sur le patient zéro, l'hypothétique patient zéro du virus du sida, enfin du VIH. Et voilà, ça pose. Ce que j'ai trouvé intéressant dans cette histoire-là, c'est que ça pose toute la question de justement, en fait, les fake news, ça date pas de maintenant. Même des journalistes ont diffusé des fake news. On peut se poser la question de pourquoi il a diffusé cette fake news-là. Enfin, voilà, c'est assez passionnant. Et puis évidemment, je trouve que c'est hyper agréable de regarder Héloïse, voilà, reprendre ça. Je vais peut-être essayer de vous le retourner. Désolée. Hop là. Attendez, j'ai fait des bêtises. Ah, je fais des bêtises. Ok, je me remets comme ça. Je mets ça en pause. Alors, je vais juste remettre encadré. Capture d'écran. Oui, je sais pourquoi j'ai fait des bêtises. Voilà. Hop là. C'est bon. Je vais remettre en grand écran. On s'en fiche que ce soit. Et voilà, enfin, Héloïse est quelqu'un qui est très très talentueuse. Bon, malheureusement, j'avais moi personnellement oublié mon bouquin que je voulais faire dédicacer. Du coup, j'ai pas un énorme dessin. J'ai un petit dessin dans le Science en Bulle de cette année avec ma petite baleine, mais c'est quand même très chouette. Donc, du coup, voilà. Donc là, elle nous dessine Randy Shields. Et après, vous allez voir, elle va faire des petits détails et tout. C'est trop beau. Elle est trop forte. Et voilà, petite discussion. On a discuté du Science en Bulle, on a discuté de Randy Shields, on a discuté du voyage au centre du microbiote, qui est un bouquin voilà, en lien avec des projets de l'INSERM à Nantes. Donc voilà, très très chouette. Et puis si vous avez l'occasion d'aller lire les BD d'Héloïse, franchement, je vous y invite. Parce que c'est pas elle qui écrit les scénarios, c'est... elle travaille avec des scénaristes, mais en tout cas, les illustrations sont très très chouettes. Et je trouve que c'est toujours sympa de voir un peu comment est-ce qu'on met en image, comment est-ce qu'on met en dessin des sujets scientifiques complexes. Et voilà, comment on arrive à faire tout ça. Et puis parallèlement, je vous mets ça. Je vous mets le lien des cautions dans le chat. Mais en fait, on a
tous les ans, en fait, au Pays de la Loire, on édite aussi une BD avec des portraits de doctorants sur comment ces doctorants sont devenus doctorants, comment est-ce qu'ils en sont comment ils ont été amenés à réaliser leur projet de thèse. Et donc, du coup, ça s'appelle Thésard. Et voilà, c'est disponible sur Écosciences si ça vous intéresse. Il y a 9 portraits de doctorants des Pays de la Loire sur la thématique de l'eau, donc la thématique de cette année de la fête de la science. Vraiment super intéressant, super chouette. Enfin, vraiment, voilà, pareil. Comme d'hab, je vous invite à aller voir ça et aller découvrir ces projets-là. Parce que c'est vrai que voilà, on fait énormément de projets tous les ans pour la fête de la science et je me dis que ça vaut quand même le coup d'aller voir un peu ce que nous on fait, ce qu'on vous propose et voilà. Que, de toute façon, vous ne resterez jamais sur votre faim. La médiation scientifique est vaste. Du coup, hop, je peux mettre en accéléré. Je peux mettre en avec vitesse de lecture. Ça fait un peu comme sur TikTok, quand les gens ils dessinent super vite. Mettre en 2. Alors qu'en réalité, c'est hyper long. Hop. Et ça, ce sera une ressource qui sera empruntable à Terre des Sciences dans une mallette autour notamment des IST, donc des infections sexuellement transmissibles, parce qu'on ne dit plus maladie. Je vais juste... Il faut que je retourne mon écran, parce que si je le laisse à l'envers, ça va pas vous plaire. Voilà. Parfait. Donc pareil, on est sur une émission qui est disponible sur notre chaîne YouTube. Enfin voilà, vous pouvez aller voir, c'est cool. Puis augmenter notre nombre de vues, on mérite. On essaie de faire du contenu de qualité. Donc voilà, on bosse dur pour ça. Voilà. Ben voilà en tout cas. Et puis oui, si, on a testé un live on a testé un live en direct du village des sciences d'Angers, enfin un live IRL. Bon, je vous avoue que c'était pas hyper une grosse réussite. Mais bon, on a testé, la connexion n'était pas ouf et tout, mais c'était histoire de voir si ça fonctionnait. Mais il est prévu qu'on refasse des live IRL à l'avenir en Bruit de Savoir. Donc ça, de toute façon, pareil, on tiendra au courant. C'est un concept que je trouve vraiment chouette et qui est intéressant. Et donc, je pense que ça vaut le coup de continuer à le faire à l'avenir sur la plateforme. Très, très bien. Je regarde mes petits succès et tout. Enfin, voilà, quoi. Eh bien, mes chers amis, on va peut-être aller regarder des vidéos, hein. Comme ça, je vais aussi parler des projets qui sont... on a des petits projets en développement, ça va me permettre de faire le lien. Ah, oui, non, si, c'est bon. Ok. Alors, la dernière fois, on n'a pas tout fait. J'avais encore des sujets. Donc, j'ai un sujet. Bon, ça, l'été, c'était il y a loin. Peut-être. Mais bon, je me dis, ça peut quand même être intéressant d'aller voir ça. Évidemment, à la fin de cet échange, de cette revue de presse, je vous remontrerai notre calendrier pour le mois de novembre. Ouf. Voilà, ça s'arrête là. Hop là. Je vais juste fermer mes petites pages pour éviter d'avoir 3000 trucs. Et c'est parti. On est sur Arte. Arte, ma chaîne préférée.
Commençons par une bonne nouvelle, vous pourrez vous baigner en toute sécurité cet été. C'est ce qui ressort du rapport de l'Agence européenne pour l'environnement. Bon, ça date d'il y publié a en mai plusieurs dernier. mois quand même. 96% des eaux de baignade répondent aux normes de qualité de l'Union européenne et 85% sont même excellentes. L'agence a évalué 22 000 sites dans toute l'Union européenne, mais aussi en Suisse et en Albanie, qu'elle a classés en 4 catégories. La Suisse, qui a quand même des rivières ultra propres et tout, il y avait un article là-dessus. On va peut-être le retrouver après. Je vais aller chercher ça après pour justement faire le lien avec ça. Ah oui, et puis on devait pas chercher un article aussi sur... pardon. Sur les terres rares. Ah, oh, il y a trop de trucs à faire. Bon, on regarde ça et puis après... Excellente, bonne, suffisamment bonne ou mauvaise. Si la qualité de l'eau est mauvaise 5 années de suite, la baignade est interdite. Certes, la moyenne de tous les pays évalués est bonne, mais il existe tout de même quelques disparités entre les pays. La France, par exemple, est bien en deçà de la moyenne européenne, avec 74,9% de ses eaux de baignade de qualité excellente. Et ce résultat s'érode d'année en année. Il a déjà perdu 5 points en 5 ans. Mais de quoi parle-t-on exactement? L'Agence européenne pour l'environnement mesure la pollution bactériologique de l'eau, à savoir l'infection par 2 bactéries, les Escherichia coli et Enterocoques intestinaux. Cette pollution est drainée par les eaux de pluie ou rejetée par les stations d'épuration. Il se trouve que quand il pleut beaucoup ou qu'il y a beaucoup de personnes, surtout en période estivale, une station d'épuration n'est pas toujours en capacité de traiter les eaux et a tendance à pouvoir rejeter, tout simplement pour se protéger, parce qu'elle doit bien fonctionner, elle est calibrée de façon à bien traiter les eaux. Si effectivement il y a trop de pluie ou trop de personnes, elle peut être amenée à apporter un apport bactérien à proximité d'une zone de baignade, si l'exutoire est à proximité d'une zone de baignade. Pas trop d'inquiétude de ce côté-là, puisque seulement 1,5% des eaux de baignade en Europe sont jugées mauvaises. Mais de plus en plus d'associations demandent à l'Europe de revoir ses critères, car l'eau n'est pas uniquement polluée par des bactéries. Elle souffre aussi de pollution chimique dont on ne connaît pas l'impact en termes de santé humaine sur les baigneurs. Pour l'instant, il y a de l'info sur la qualité chimique de nos cours d'eau, de nos rivières, de nos masses d'eau littorales, mais simplement par le prisme environnemental. On sait Là, du coup, on peut faire le lien avec ce sur quoi on travaille, notamment enfin, non, pas ce sur quoi on travaille, nous on travaille pas là-dessus. Oui. Le lien avec notre émission sur préserver la santé de nos océans, en fait, on parle justement des contaminations chimiques et du concept de One Health, du coup, genre le fait que ça revienne. Donc voilà, je vous invite à aller regarder ça. que le biote, donc les organismes. Mais du coup, il y a toujours la question de la légifération sur en fait, comment on fait pour préserver la santé de nos cours d'eau. Comment on légifère, finalement, comment on modifie les critères pour savoir si tel ou tel cours d'eau est propre et ne met pas en danger la santé des personnes qui s'y baignent. Mais des êtres vivants en général, finalement, parce que voilà, on parle des humains, mais finalement, on s'adresse à tout le monde. Les organismes vivants sont un peu impactés. On sait que le sable, il concentre donc, en tant que sédiment une partie des polluants. Mais par contre, qu'en est-il sur la santé des pratiquants d'activités nautiques ou des baigneurs? À quoi on est exposé? Et surtout, quels sont les risques liés à la présence éventuelle de substances chimiques? Des données qu'il est urgent de prendre en compte car le réchauffement climatique va détériorer la qualité des eaux de baignade. Les précipitations seront plus intenses, ce qui risque de saturer les stations d'épuration et les algues toxiques sont déjà en train de proliférer. Donc là, ce qu'on voit, c'est des algues en Bretagne, je pense. Ça m'a l'air d'être en Bretagne. Là, ce qu'on voit sur l'écran, c'est des algues en Bretagne. C'est ce qu'on appelle le phénomène d'eutrophisation. C'est notamment lié aux produits phytosanitaires qui sont utilisés dans l'agriculture et du coup qui ont des conséquences en fait sur la prolifération des algues toxiques, dont les algues vertes. Ça, c'est un sujet qui est traité notamment par l'Ifremer. Il y a des bilans en fait chaque année sur l'eutrophisation et l'eutrophisation, c'est quand même un grave problème, mais qui pourrait être facilement réglé en limitant justement ces rejets, cette utilisation de produits phytosanitaires. En fait, ce sont des engrais qui, comme l'azoté par exemple, qui alimentent les bactéries, enfin les algues, et donc du coup en fait qui engendre ce phénomène d'eutrophisation. Donc en fait c'est comme par exemple sur les accords de
Montréal, sur l'accord de Montréal sur le fait d'arrêter d'utiliser des produits aérosols qui ont des conséquences sur la couche d'ozone et donc pour refermer le trou dans la couche d'ozone. Ça fonctionne, ça fonctionne, le trou se referme. Mais du coup, là, c'est pareil. Si on interdit l'utilisation de ces produits-là qui ont des conséquences sur le développement des algues vertes sur les plages bretonnes notamment, puisque c'est clairement en Bretagne hein, qu'on observe beaucoup ce phénomène-là, eh bien, en fait, on pourrait avoir rapidement des conséquences positives de disparition progressive de ces algues-là. Parce que, enfin, je ne sais pas si vous avez déjà vu des plages remplies d'algues vertes, mais c'est vraiment... L'odeur, elle est pestilentielle. Enfin bref, c'est vraiment horrible. Donc voilà, je pense que en fait, il y a toute une question de comment est-ce qu'on limite cette pollution-là. Mais en fait, les réponses parfois sont plutôt simples. C'est légiférer au niveau européen et au niveau français, au niveau national. Parce qu'évidemment, des fois, on est un petit peu en retard au niveau français, mais sur certaines choses. Mais là, au niveau européen, vu qu'on fait partie de l'Europe, il y a moyen en fait de limiter ça. Et il y a des chercheurs qui montrent que en fait, ils voient, enfin, c'est ce qu'ils disaient dans la table ronde à l'Ifremer, c'est en fait que quand on interdit un produit, tel produit, on voit une diminution importante de la présence de ce produit dans les organismes sentinelles comme les moules et les huîtres, qui sont en fait souvent qui permettent d'observer justement l'évolution de la présence des polluants dans l'eau, dans la mer, dans les estuaires, etc. Et donc en fait, ils voient directement, quand on arrête quelque chose, quelques temps après, on voit la diminution de la présence de ce polluant-là. Donc les solutions, elles sont là, elles existent, on sait comment faire. Maintenant, il faut aussi agir sur comment est-ce qu'on fait. Move. Alors, je voulais juste retrouver... alors, attendez, c'était ça. Retrouver mon article sur la question de la Suisse. Parce que, je sais pas si vous vous souvenez, mais cet été, on a eu les JO. Et pendant les JO, on a dit qu'on allait se baigner dans la Seine. Qualité de l'eau. Et j'avais lu un article. C'est ça, non? Non, c'était une vidéo, c'est pas un article. C'est peut-être ça. Ah, c'est ça. Donc c'est une vidéo du temps. Le temps qui est... Alors attendez. C'est un média suisse. C'est un quotidien suisse. Voilà. Qui a fait du coup... un article sur la question de est-ce qu'on y croit ou pas de se baigner dans... Pourquoi est-ce qu'on voit pas le titre? Ah là. Oh, c'est nul leur truc là. Oh, c'est mal fait. Il est hyper mal fait leur truc. C'est trop bizarre ça. Bon, bref. Est-ce qu'on y croit? On pouvait se baigner dans la Seine? Alors oui, puisqu'on s'est baigné dans la Seine. Bon, il y a eu des petits scandales sur le sujet. Il y a un décalage, non, sur mon... Attendez, 2 secondes. Je vérifie que tout va bien. Je suis là, hein, vous inquiétez pas. Est-ce que... Voilà, c'est mieux. Il y a moins de décalage. Je sais pas pourquoi il y a un décalage comme ça, là. Donc, du coup, ce que je vous disais, c'était que, voilà, on a eu quelques scandales, comme quoi il y a une nageuse, du coup, des JO qui est tombée malade, etc., avec la bactérie attendez. Escherichia coli, donc qui est du coup la bactérie responsable d'infections, enfin voilà, qu'on trouve naturellement dans notre corps, hein. Enfin, c'est une bactérie qui est présente naturellement dans notre corps, mais voilà, et donc qui a eu voilà qui a fini à l'hôpital, etc. Mais en fait, si on prend en fait entre le temps où elle a plongé dans la Seine et le temps où elle a été hospitalisée, si on regarde en fait finalement
le temps d'incubation est pas assez long. Donc, du coup, c'était potentiellement pas du tout à cause de ça. Voilà. Du coup, je me souviens, donc ce que je vous disais, c'est que Le Temps a fait une vidéo sur les rivières suisses. Alors, on a vu la vidéo de Arte, le reportage d'Arte, que finalement, en Suisse, c'est pas forcément les lieux où les baignades sont. Enfin voilà, tout n'est pas parfait. Les lieux de baignade ne sont pas tous hyper propres. Mais en tout cas, c'est connu qu'en Suisse, les gens se baignent très facilement, très régulièrement dans les rivières. Donc, je me dis que ce serait peut-être intéressant de regarder cette vidéo-là pour comprendre un peu pourquoi et comment est-ce que la Suisse a, entre guillemets, dépollué ses rivières et comment est-ce que nous, en France, on pourrait peut-être réussir à faire ce système-là. Sachant que la Suisse est un pays enclavé et que n'a pas accès à la mer, nous, on a quand même l'océan juste à côté. Donc, on est dans une situation géographique différente. Il faut quand même remettre ça en contexte. Vous y croyez à la baignade dans la Seine, vous? Alors je sais, il y a encore plein de gens sceptiques. Vous savez, les gens qui font gna 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 toute la journée. Paris s'apprête à accueillir les Jeux Olympiques jusque dans la Seine et promet la baignade au public dès 2025. Mais rien n'est encore fait. Oui, parce que des études récentes ont encore montré que les taux de contamination fécale sont préoccupants. D'ailleurs, rares sont les villes dans le reste du monde qui donnent un accès à ces rivières. Alors comment se fait-il que chez nous, en Suisse, la baignade dans l'Ar, le Rhône, le Rhin, la Sarine ou encore la Limate fasse partie de notre routine estivale? Je vous propose un retour sur l'histoire des baignades suisses. Si la baignade dans nos lacs et rivières nous semble évidente aujourd'hui, ça n'a pas toujours été le cas. Ça serait mal fait qu'un beau lac comme ça soit voué à la mort. Comment se fait-il que l'on ait laissé le Léman parvenir à un tel état de dégradation? Avant qu'on rentre dans les détails, je trouve que c'est assez intéressant de voir que là, sur les images qu'il nous montre, qu'en fait, c'est le lac Léman, pour ceux qui ont déjà vu le lac Léman, c'est pas du tout comme ça. Mais du coup, à un moment donné dans l'histoire, donc là, 1972, c'est pas dans notre histoire récente, ce lac a été extrêmement pollué. Donc en fait, il est possible d'inverser de rétablir un bon état de nos lacs. C'est complètement envisageable. Ici, la vie n'est plus possible. Ces dernières décennies, la Suisse a multiplié les mesures d'assainissement, rendant l'accès aux rivières possible. Mais au milieu du XXe siècle, la qualité des lacs et rivières est particulièrement mauvaise. Les eaux usées, celles polluées par les activités humaines, étaient généralement encore évacuées directement dans les cours d'eau. Ça, c'est quelque chose qui nous paraît complètement improbable aujourd'hui. Je dis, mais c'est pas possible. Comment ça? On fait on rejette les eaux usées dans nos lacs et rivières. Mais en même temps, il y a des usines qui rejettent leurs eaux usées dans les lacs et rivières, qui polluent les lacs et rivières avec des produits chimiques de cette manière-là. C'est pas quelque chose de complètement invraisemblable. Industrie, notamment textile, et de l'artisanat déversés dans la nature. Il n'était pas rare d'y retrouver des poissons morts, papier toilette, mousse générée par les produits de nettoyage évacués sans traitement, réjouissant ou tout ça. d'algues. Bref, la baignade était compromise. Quand on voit l'état de l'eau derrière elle, c'est La problématique plutôt des eaux usées est apparue au Moyen-Âge avec la sédentarisation de l'humanité. Jusqu'au XIXe siècle, les déchets étaient évacués dans les rues et l'expansion démographique liée à la révolution industrielle a exacerbé les problèmes sanitaires, entraînant la propagation de diverses maladies. Les épidémies de choléra et de typhus qui ont frappé le milieu du siècle ont incité à Genève l'ingénieur Turrettini à créer un réseau de canalisation permettant de rejeter les eaux usées à l'aval de la ville. C'était un peu les prémices des stations d'épuration, les steppes. Même si, à l'Antiquité déjà, certaines grandes cités étaient équipées de réseaux d'évacuation. La première steppe a été construite à Saint-Gall en 1917. La Suisse était alors considérée comme pionnière dans la gestion des eaux usées. Cela dit, jusqu'aux années 60, à peine 15% de la population était raccordée à une station d'épuration. Ce chiffre grimpe à 97% en 2005, notamment grâce à une initiative populaire sur la protection des eaux contre la pollution lancée en 1967. Donc, ce qu'on voit, l'épuration des eaux. Ce que je vois dans cette explication-là, c'est que donc il y a eu une décision politique. En fait, il y a eu un constat qui a été fait. Donc, on voit bien que la question de l'eau, de la qualité de l'eau, ça pose question dès le Moyen-Âge. Donc, c'est pas un truc qui est... parce qu'on voit bien que l'eau, une mauvaise qualité de l'eau a des conséquences sur la diffusion des maladies, sur la contamination de maladies, qui contaminent la population
donc en Suisse et ailleurs, hein, évidemment, le fait de jeter les selles dans la rue, ce genre de choses. Donc là, le fait de se dire, on crée des canalisations, on rejette l'eau plus en aval, et donc du coup, en fait, l'eau qui nous arrive des sources de la montagne, elles sont propres, et puis bon, le reste, on s'en fout. Bon, j'ai un peu l'impression que c'est ça. Après, on n'avait pas le même type de polluants. Oui, ce que je vois à l'époque du Moyen-Âge, c'est que, bon, oui, potentiellement, on avait des teintures, tout ce qui est vêtements sales, etc., on l'avait dans la rivière. Donc, c'était quand même pollué, mais pas pollué comme avec des produits chimiques comme on peut avoir aujourd'hui, mais pollué avec d'autres matériaux organiques, d'autres molécules organiques qui avaient aussi des conséquences sur la santé des habitants. Donc en fait, la qualité de l'eau est hyper importante pour préserver la santé. Et on revient à la question du One Health, c'est-à-dire que oui, ok, on préserve la santé des habitants, mais on préserve aussi la santé de l'environnement et des animaux, puisque en maintenant un système d'eau propre, saine pour ses habitants, en fait, on permet aux autres êtres vivants et à l'environnement de se régénérer, puisque c'est ce qu'on va voir. En fait, ça a permis du coup à ces lacs et rivières de se régénérer et donc du coup à la vie de revenir. Et si la vie revient, c'est tout aussi positif pour nous. Sera finalement ancré dans la loi en 71. À Genève, les travaux d'assainissement du Rhône démarrent en 63 dans le cadre du grand projet La Genève de l'an 2000. On dénombre aujourd'hui plus de 700 steppes. L'eau qui en découle est propre et les baignades foisonnent. Mais ne croyez pas que la baignade dans nos lacs et rivières est une histoire récente. Dans une logique de promotion de la santé et pour contrer l'insalubrité, au courant du 19e, des bains publics fleurissent dans toute la Suisse. En majorité à Genève, où les premiers remontent même au 18e, avec les bains des Fers, d'anciens moulins médiévaux devenus les bains des Bergues, avant d'être détruits en 1847. Il y avait aussi Champel-les-Bains, plus guindés, et qui baignent dans l'Arve, les bains de la Colle, sur le Rhône, en aval du pont de la Couleuvre-Nière, déplacés ensuite au pont de la Machine en 1889 pour devenir les bains du Rhône. Véritable institution, les bains des Paquis existent depuis 1872, même s'ils ont connu certaines mutations, et deviennent dès 1890 des bains municipaux. Je vous rassure, les images qu'on vient de voir, c'était pas en 1872. On n'avait pas de bikini à cette époque-là. Attendre mai, le retour des lézards, quand se regroupent les phoques autour du phare. À Neuchâtel, l'actuel bâtiment des Bains des Dames, bain de Lévol à l'époque, est construit entre 1892 et 1893 et permettait l'accès au lac aux femmes et aux enfants à l'abri des regards. Fribourg et Lausanne, eux, sont un peu à la traîne. En 1924, Fribourg a accueilli les bains de la Motta. Et à Lausanne, c'est entre 1934 et 1937 que sont construits les bains publics de Bellerive au bord du Léman. Aujourd'hui, l'évaluation des sites de baignade à l'échelle nationale montre que la qualité est très bonne. Plus de 97% des sites évalués est jugée au minimum suffisante. Les cours d'eau qui présentent une qualité insuffisante sont souvent situés à proximité des stations d'épuration. Enfin bon, ça, c'était avant toutes les intempéries de ces dernières semaines. Dans la région de Sierre, les eaux usées valaisannes se retrouvent dans le Rhône et plusieurs cours d'eau. Les stations d'épuration de 7 communes, dont Zermatt ou Evelen, ont cessé de fonctionner. La qualité des... Donc là, ce qu'elle nous montre, c'est les conséquences du changement climatique. On a bien vu chez nous aussi, on a des problématiques en ce sens-là. En fait, le changement climatique accentue les intempéries et des intempéries très fortes avec des conséquences très fortes. Et donc là, on se retrouve avec cette situation-là de rivières et du coup d'eau usée qui vont dans les rivières et donc qui polluent. En fait, on est dans un cercle vicieux. Les eaux de baignade partout en Suisse est surveillée par les services cantonaux spécialisés qui contrôlent régulièrement les sites de baignade publics. Alors, la qualité de l'eau de baignade, c'est une qualité qu'on appelle une qualité sanitaire et elle est basée vraiment sur les bactéries fécales. Et la bactérie fécale que l'on recherche c'est Escherichia coli. Donc, c'est une bactérie qui vit dans l'intestin des mammifères à sang chaud et qui est rejetée principalement dans nous, par exemple, par les stations d'épuration. Elle vit aussi naturellement dans les rivières et dans les lacs au fond de l'eau. C'est pour ça qu'après les orages, c'est très important d'attendre toujours 48 heures avant de se baigner. À Genève, pour l'été 2024, 35 zones d'accès officielles ont été recensées. Mais il s'agit en majorité des accès au lac ou au Rhône juste avant la jonction. Dans les rivières du canton, sauf le Rhône en amont de la jonction avec l'Arve, il y a des problèmes de qualité bactériologique, c'est pas toujours en bon état, donc on ne peut pas garantir une bonne qualité. Et en plus, on a une faune et une flore
déjà stressé avec le réchauffement climatique, le peu d'eau. Et si en plus on va tous s'y baigner, certaines espèces protégées, comme l'ombre par exemple, ne peuvent plus survivre. Dans la lutte contre la pollution des eaux, d'autres défis restent à relever, comme la gestion des eaux polluées par l'agriculture, les résidus de médicaments, les cyanobactéries ou les microplastiques. Mais de ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. Retour à Paris. Depuis 2016, 1,4 milliard d'euros ont été injectés dans l'assainissement de la Seine pour accueillir les JO. Pour autant, des analyses ont révélé en 2023 une trop forte présence de bactéries dans l'eau. Dans la région, l'élément qui va détériorer la qualité de l'eau est la pluie. En fait, en cas de forte averse ou de crue, les eaux de pluie passent dans les eaux usées. Et si le niveau monte trop dans les tuyaux, c'est dans la Seine, qui sert de soupape, que les eaux vont cette être année, on a quand même déversées une année... pour éviter des débordements dans les rues. Cette année, on a quand même une année particulièrement pluvieuse, donc ça a probablement eu d'énormes conséquences sur l'état de la qualité de l'eau à Paris. C'est ainsi que des agents pathogènes et d'autres particules polluantes peuvent se retrouver dans la rivière. Mais pas seulement. L'une des principales sources de pollution se situerait dans des milliers de mauvais branchements de bâtiments qui rejetteraient leurs eaux usées dans la Seine et la Marne en amont de Paris. Malgré cela, Anne Hidalgo y croit dur comme fer. Alors les gna-gna-gna et les gna-gna-gna, je leur dis que en fait oui, on va nager dans la Seine. Dans tous les cas, la Seine doit accueillir la cérémonie d'ouverture ainsi que les épreuves de triathlon, natation marathon et paratriathlon dès le 26 juillet. Bon, finalement, voilà, on s'est baigné dans la Seine, donc ça l'a fait. Même si c'était pas si simple que ça. Que ça n'a pas été forcément le plus simple pour cette expérience n'a pas été forcément la plus simple. Voilà, il y a eu quand même des critiques, etc. Mais ça a quand même été possible. Après, de ce qu'on peut en conclure de cette vidéo-là, c'est que rien n'est parfait, même en Suisse, où on peut se baigner dans les lacs, dans les rivières assez facilement. Après, en France, on peut se baigner dans les rivières, hein, dans certaines, celles qui sont plutôt en montagne. Puisque finalement elles sont plus proches des sources et donc j'imagine qu'il y a moins de bactéries, mais bon, avec les pluies, ce genre de choses. Donc en fait, c'est comme tout finalement, quand on prend ces questions-là, on prend tout ça comme un tout et comme faut faire un bilan et essayer de voir ça vraiment dans sa globalité et pas seulement sur, voilà, il n'y a pas telle bactérie, donc ça va, ça fonctionne. Mais je vous rassure, vous pouvez vous baigner, hein. Il n'y a pas de souci. Voilà, pour la petite histoire du jour. J'ai une autre vidéo sur le sujet. Tac, tac, touc. Enfin, c'est pas du tout sur le sujet, j'avais un autre sujet. Ah oui, c'est ça, je voulais retrouver un article sur... Je voulais trouver un article sur les terres rares. Je pense que sur The Conversation, il y a moyen qu'on ait quelque chose. Alors, j'ai récemment comment les terres rares impactent la croissance des plantes, terres rares, notre ultra-dépendance à la Chine et comment s'en sortir, comment la Chine a pris le contrôle du marché des terres rares, on est plutôt sur l'économie. En Chine, l'exploitation des terres rares s'accompagne d'une pollution massive. On va rester dans la pollution, comme ça on reste dans la thématique. On va probablement conclure avec cet article-là aujourd'hui et puis voilà, on se retrouvera après. Je vous refais le point sur la programmation du mois de novembre et puis on se retrouve après pour... plus tard. Le 6 novembre, mais ça on va en reparler. Hop, petite... Donc, hop. En Chine, l'exploitation des terres rares, ça date de 2022, donc c'était il y a 2 ans quand même. L'exploitation des terres rares s'accompagne d'une pollution massive. Donc ça, c'est une mine de terres rares, j'imagine. Il n'est pas une semaine sans que la presse, qu'elle soit nationale ou internationale, ne relate un fait relatif au risque de pénurie de métaux stratégiques utiles dans la transition énergétique. Le mois dernier, un rapport faisant partie du besoin Un rapport faisant part du besoin croissant en terres rares d'ici 2050 a largement été relayé. C'est intéressant parce que on parle de transition écologique, mais on parle aussi d'extraction de métaux. Finalement,
en fait, on fait de la transition tout en continuant d'exploiter les ressources finies de la Terre. Donc, pourquoi est-ce qu'on va dans ce sens-là? Bon, on en a besoin. Moi, j'en ai besoin pour streamer, j'en ai besoin pour mon ordinateur, j'en ai besoin pour mon téléphone. Donc, en fait, c'est tout un paradoxe un peu particulier. Mais bon, il y a des chercheurs qui essaient de trouver des solutions. En effet, les terres rares sont utilisées dans toutes les nouvelles technologies. Cependant, le grand public ne sait pas toujours d'où elles viennent, ni quel est l'impact environnemental de leur production. Que sont les terres rares? Les terres rares ont des propriétés magnétiques, électroniques, optiques et catalytiques exceptionnelles, particulièrement utiles pour les technologies qui accompagnent la transition énergétique. Est-ce qu'il y a des... Je regarde. Est-ce qu'on a des petites photos des terres rares? Non. On va aller chercher terres rares. Voilà. Je crois que l'idée, c'est ça. C'est un mélange de plusieurs métaux. Donc, elles sont particulièrement utiles pour les technologies qui accompagnent la transition énergétique. Aujourd'hui, leur consommation est principalement soutenue par le secteur des aimants permanents, composés pour partie de terres rares, notamment du néodyme et du praséodyme, et en moindre mesure de dysprosium et de terbium pour les applications de haute performance. Les secteurs d'usage de ces aimants sont multiples. Ils permettent en effet la miniaturisation, électronique, robotique, et l'allègement des équipements, générateurs d'éoliennes offshore, moteurs des véhicules électriques. Donc en fait, dans la transition telle qu'elle est imaginée aujourd'hui, on a besoin des terres rares. Mais pourtant, on exploite des espaces, donc par exemple pour faire des petites éoliennes ou des petits panneaux photovoltaïques. Cette demande croît de 10% par an. En 2021, la production mondiale est ainsi estimée à 280 000 tonnes de terres rares. Selon les estimations, la Chine y participerait à hauteur de 60%. Mais ne se préoccupe que... Alors, c'était en 2022, hein. Mais ne se préoccupe que très peu des pollutions engendrées par leur exploitation. Le drainage minier acide potentiel désastre environnemental. La Chine exploite notamment des gisements d'argile dans le sud du pays. Les terres rares y sont principalement exploitées selon une technique appelée lixiviation en tas. C'est une technique particulière de lixiviation très ancienne de traitement du minerai reposant sur une série de réactions chimiques visant à absorber spécifiquement la substance économique à extraire depuis la gangue. Waouh, beaucoup trop compliqué. Si on demande à ChatGPT. Peux-tu m'expliquer simplement ce qu'est la lixiviation? C'est une méthode utilisée pour extraire des métaux précieux comme l'or, l'argent ou le cuivre à partir de minerais. Elle est particulièrement utile lorsque les métaux sont présents en faible concentration dans de grandes quantités de roches. Voici comment ça fonctionne de manière simplifiée. Je sais pas si ChatGPT a la bonne réponse. Hein. Préparation du minerai, formation du tas, application de la solution chimique, récupération du métal dissous, traitement final. Une fois récupéré, le métal peut être purifié davantage selon les besoins. C'est un processus qui utilise une solution chimique pour lessiver les métaux hors du minerai, permettant une extraction efficace et à moindre coût dans des mines à faible teneur en métaux. Ok. Malheureusement, cette technologie produit une grande pollution due au drainage minier acide. Ce phénomène spontané est généré par l'oxydation des sulfures, par exemple la pyrite, contenue dans les roches ou résidus. En effet, lors des travaux miniers, excavation et pompage, l'équilibre chimique de ces affleurements et dépôts profonds est perturbé par une oxydation au contact de l'atmosphère. Les produits résultant de ce drainage minier acide peuvent ensuite migrer dans les environnements souterrains, ce qui entraîne une grave contamination par les terres rares, des sols, des eaux et des cultures. S'y ajoutent des problèmes sanitaires, incluant la contamination des eaux de surface et souterraines par des métaux, comme les terres rares, l'exposition à de fortes concentrations de dioxyde de soufre et aux particules. Dioxyde de soufre, hein, on sait qui ont des conséquences graves sur la santé des êtres humains. C'est pour ça qu'on
on utilise notamment l'hydrogène pour raffiner le pétrole et donc éliminer le soufre. L'augmentation de ces concentrations en terres rares dans l'environnement proche des exploitations minières a ainsi suscité des inquiétudes dans le monde entier. Par exemple, en Chine, au Vietnam, en Australie, en Inde ou en Espagne. Après, ce qui est rigolo quand même, si je peux apporter ma propre critique sur le sujet, là, j'imagine que les inquiétudes, elles viennent de la société civile, hein. Mais en fait, on en a besoin. Enfin, on est dans cette situation-là, c'est que si on veut continuer à utiliser nos téléphones, si on veut continuer à utiliser des ordinateurs, si on veut avoir des appareils photo, plein de choses, quoi. Et en plus, si on veut que ce soit de plus en plus petit, ou enfin peu importe, ou de plus en plus plat, ou ce genre de choses, je dis ça, j'ai moi-même un ordinateur voilà, qui est récent, qui est fin, etc. Mais du coup, ça veut dire qu'on a besoin de ces matériaux-là. Alors comment on fait? Est-ce qu'on recycle? Mais comment on recycle? Est-ce qu'il y a des solutions de recyclage? Est-ce qu'on peut trouver des solutions? Je me pose la question. Enfin, il faudrait qu'on demande à quelqu'un d'un peu spécialiste du sujet. Mais c'est vrai que je me dis, on fait comment, quoi? Pour limiter les impacts environnementaux résultant du drainage minier acide, des technologies d'atténuation naturelle passive, comme l'activité microbienne, après par exemple la nitrification et la dinitrification, ou des technologies actives comme la coagulation, flocculation pourraient être utilisées. Après, on ne peut pas forcément que compter sur ça. Peut-être qu'on devrait moins consommer. Cependant, ces deux grands types de technologies présentent des inconvénients, tels que des problèmes de colmatage et d'entartrage résultant des précipitations minérales pour la première, et des traitements coûteux et longs pour la seconde. Nos travaux récents, alors je regarde qui c'est qui a écrit cet article. Olivier Pourret, enseignant-chercheur en géochimie et responsable intégrité scientifique et sciences ouvertes, Université La Salle, Institut Polytechnique. Nos travaux récents menés dans le sud de la Chine autour d'une mine de la province du Jiangxi, ont montré que ce drainage minier acide pouvait être pris en compte dans un processus de traitement des eaux de drainage par simple neutralisation du pH, séparation de plusieurs kilogrammes de terres rares par jour. Ce simple traitement permet de produire des terres rares tout en réduisant la pollution engendrée, mais n'est pas rentable économiquement. Donc voilà, là on a une solution, mais c'est pas rentable économiquement. Donc en fait, on est un peu coincé, quoi. Parce que bon, si c'est pas rentable économiquement, on va pas faire en sorte que ce soit dépollué, ça n'a pas d'intérêt. On est bien d'accord. La production et l'exploitation des terres rares, depuis la mine jusqu'aux aimants permanents, sont un avantage compétitif majeur de la Chine, qui souligne l'importante vulnérabilité de l'approvisionnement pour l'industrie européenne. Afin d'atténuer ce déséquilibre industriel, l'Union européenne encourage les États membres à développer et à diversifier leurs sources d'approvisionnement, qu'elles soient primaires, minières ou secondaires, réutilisation, recyclage et réduction des déchets. Cependant, l'Union européenne, et plus largement de nombreux pays, est contrainte par des législations environnementales qui imposent de nombreux aménagements, comme en France avec la gestion du drainage minier acide. Tant qu'il n'y aura pas de prise en compte de l'échelle mondiale de ces risques de pollution, les industries vont continuer de produire ailleurs, comme en Chine, là où des contraintes environnementales sont moins strictes. Voilà. Pour refaire le lien, on s'est intéressé à cette question-là sur les métaux rares, parce on a vraiment parlé pollution en général aujourd'hui. Et donc, du coup, les terres rares se retrouvent aussi dans nos cours d'eau, se retrouvent aussi dans les océans. Et donc, du coup, ça a des conséquences sur notre santé à nous. Donc, voilà, on fait le lien sur tout ça. Je voulais juste vous préciser qu'en ce moment, on travaille justement sur un projet sur la qualité de l'eau. Donc, dans les semaines à venir, probablement que je vous en reparlerai. On aura une programmation d'émissions sur le sujet l'année prochaine. Donc, restez un peu alerte sur ce sujet-là. Je vous repartagerai tout ça au moment venu. Je vais peut-être juste refaire un point rapidement sur la programmation du mois de novembre pour que vous que vous soyez bien au courant, histoire que tout le monde soit bien au courant de cette programmation. Je vais juste... Voilà. Alors... Normalement, c'est bon. Donc,
retransition. Je refais ça plus rapidement qu'au début, un moins détaillé, mais le mercredi 6 novembre, on se retrouve donc la prochaine fois, donc ça c'est probablement ma dernière émission du mois d'octobre. On se retrouve le mercredi 6 novembre à 13h30 pour une émission spéciale en direct de la Maison des Sciences Humaines de Nantes, pour une émission sur l'utilisation de la vidéo, du cinéma pour la recherche, au service comme outil pour la recherche et au service de sa diffusion. Donc on aura, pour l'instant, on a 3 invités qui viendront sur notre petit plateau improvisé à la bibliothèque de la MSH. Vous allez voir, ça va être, je pense, un super plateau. Je suis en train de travailler dessus. Ensuite, le jeudi 14 novembre à 19h, on se retrouve pour une autre émission spéciale en direct de l'installation Profondeur sur la thématique Rencontre des ondes sous-marines avec 2 doctorants qui sont Gabriel Guibert-Perroni et Maëlys Vacher, qui sont juristes et qui s'occupent notamment du droit de la mer et des animaux marins. Et l'artiste Marc-Antoine Mathieu, qui fait partie du collectif Lucilhomme, qui a créé cette installation artistique Profondeur à la Collégiale Saint-Martin, et Patrice Grupalo, qui est le compositeur de la bande sonore de l'installation. Enfin, on terminera le mercredi 27 novembre à 15h. On se retrouve pour une émission de l'eau dans le gaz, reconstruire les eaux grâce à la médecine régénératrice, avec Valérie Geoffroy, qui est chercheuse laboratoire INSERM à Nantes, qui travaille notamment sur la médecine régénératrice, et Maïtia Robert, qui est illustratrice et qui a mis en dessin ce projet de recherche pour la BD InScience de l'INSERM, qui est édité du coup depuis 2 ans lors du festival InScience de l'INSERM. Donc ça, c'est un partenariat avec l'INSERM Grand Ouest. Voilà, je vous tiendrai au courant des prochaines émissions. S'il y a des émissions un petit peu improvisées ou ce genre de choses, voilà, on va essayer de vous proposer quand même des choses de meilleure qualité, de plus en plus des émissions spéciales aussi, en partenariat avec des événements sur le territoire. Donc voilà, venez nombreux. C'est toujours un plaisir de pouvoir échanger avec les gens et les gens dans le chat, et j'espère que ces sujets vous intéresseront. Et puis moi, je serai là, toujours présente pour animer. Donc voilà, je vous attends nombreux. Et puis donc, je vais pouvoir conclure cette revue de presse, puisque du coup, ça va toucher à sa fin. Et ça fait ça fait plus d'1h40 que nous sommes en live ensemble. Donc merci à tous de nous avoir suivis, aux gens qui sont passés, aux gens qui sont restés. Voilà, comme je vous l'ai dit, moi je vous retrouve le 6 novembre à 13h30 en direct de la Maison des Sciences Humaines Ange Guépin à Nantes, pour une espèce de petite carte blanche lors des journées d'études. Et puis probablement, voilà, s'il y a d'autres émissions qui se calent entre-temps, je vous tiendrai aussi au courant. Mais en tout cas, voilà, suivez, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, de suivre Écosciences sur les réseaux sociaux pour être au courant. Évidemment, de vous abonner à notre chaîne Twitch, parce que ça fait toujours plaisir, un petit abonnement. Notre prochain objectif est 150 abonnés. Objectif des 150 abonnés. Voilà, et puis voilà, je vous tiens au courant, on se tient au courant, on discute, on échange, et puis on se retrouve peut-être pour une revue de presse en novembre. Et voilà, à bientôt et à la prochaine.